d'être avec nous dans cette édition consacrée aux faits qui ont marqué la semaine. Après plusieurs tergiversations, les présidents de 2 chambres du Parlement ont proposé à l'opposition un chronogramme vendredi pour la désignation du porte-parole. Selon ce calendrier, le porte-parole sera connu au mois d'octobre prochain, ce qui n'est pas du goût des concernés. Les détails dans cette édition. Le Bureau national du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo s'oppose fermement à la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou comme candidat choisi par les confessions religieuses au poste du président de la Commission électorale nationale indépendante. Son porte-parole a précisé qu'aucun prélat catholique n'est autorisé à faire partie de cette institution. Agir autrement serait aller à l'encontre des instructions officielles du Saint-Siège. Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique, s'est senti obligé de convoquer les médias cette semaine. Non, je ne suis pas candidat au poste de rapporteur de la CENI, a-t-il affirmé. Face à la presse, Félix Tshisekedi a rejeté en bloc les informations faisant état d'un désaccord entre lui et son père Étienne Tshisekedi Wamulumba sur cette question. Enfin, un ouf de soulagement pour toute personne qui désire créer une entreprise en République démocratique du Congo. Le guichet unique est désormais opérationnel. C'est le Premier ministre lui-même qui a procédé à l'inauguration officielle des offices de ce guichet dont les sièges se trouvent dans la commune de La Gombe. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, vous informer est notre devoir. Bonsoir. Désignation du porte-parole de l'opposition. Les présidents de 2 chambres du Parlement au centre des rencontres, Obamina Kunjala Njoko et Léon Kengo Adondo, se sont entretenus vendredi avec les présidents des groupes parlementaires de l'opposition dans l'optique de parvenir à l'adoption d'un chronogramme visant à accélérer les processus de désignation. Serge Kouete, Oscar Bakandoa et Blanchard Kandelo. Obeminaku et Léon Kengo Adondo ont pris des choses en main pour accélérer le processus de la désignation du porte-parole de l'opposition. Cette réunion réservée au président du groupe parlementaire de l'opposition a donné l'occasion au président de la Chambre basse du Parlement de proposer un chronogramme qui renvoie la désignation au mois d'octobre prochain. Un chronogramme que l'opposition juge élastique par rapport à l'urgence de combler vite un vide juridique. Nous aurons au mois de septembre l'adoption du règlement intérieur. C'est sa proposition. Au mois d'octobre, la désignation et le 5 novembre, l'investiture du porte-parole. Nous n'avons pas encore été d'accord maintenant. Nous n'avons été que délégués par les autres. Nous allons rentrer vers la base, vers l'Assemblée plénière de l'opposition et leur faire ces propositions-là. Ce qui est positif, c'est qu'on n'est pas parti du rien. Le président de l'Assemblée a fait des propositions, ce qui va nous permettre maintenant d'articuler et de voir dans ces propositions qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui nous conforte et qu'est-ce qui ne nous conforte pas. Et nous allons faire de contre-propositions éventuellement. Et avec la base, En attendant les aménagements de ce chronogramme par l'opposition, les dés sont jetés pour parvenir à la désignation du porte-parole de l'opposition. Un poste officiel prévu par la Constitution, mais qui n'a jamais été attribué jusqu'à présent. À la Chambre basse du Parlement, il y a eu de l'électricité dans l'air pendant la présentation du rapport de la Commission politique administrative juridique samedi sur le changement de la dénomination du groupe parlementaire UDPS-FAC. Au cours de cette plénière mouvementée, la majorité des membres de ce groupe ont opté pour la dénomination UDPS et alliés, tandis qu'une minorité en colère a quitté la salle. Pour elle, ce changement serait une blague de mauvais goût de la majorité au pouvoir. Les détails avec Jemima Diane Mogo et Serge Kouete. Spectacle offert au public par les élus des groupes parlementaires UDPS-FAC et UDPS alliés est désolant. Ces députés de l'opposition qui militent pour conquérir le pouvoir, l'objectif de tout parti politique, ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la dénomination de leur groupe parlementaire. Le rapport de la commission PAJ présenté à la plénière n'a pas donné des résultats attendus, c'est-à-dire faire venir tous ces élus à une table de négociation. Les efforts étaient vains du fait que les deux parties sont restées constantes. L'équipe de l'UDPS-FAC a dû quitter la salle. Je crois que nous ne pouvons pas cautionner l'immoralité politique. Nous appartenons à une famille politique qui nous a éduqués contre les intimateurs.
on ne peut pas se réconcilier avec ceux qui pactisent avec l'ennemi. Quant au groupe de l'UDPS allié qui semble avoir gagné le combat, reste serein. On n'est pas corrompu. Il faut accepter que depuis lors, il n'existait pas de règlement intérieur de l'UDPS FAC. Et avant qu'on change la nomination, nous avons déposé des règlements intérieurs de l'UDPS et alliés. Ça, c'est un. Et deux, dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il n'est pas exclu pour qu'un groupe parlementaire puisse changer l'appellation. Les enseignes UDPS restent le dénominateur commun de ces deux groupes parlementaires qui se regardent dans le temple de la démocratie en chien défaillance. À quelques semaines de la mise en place des organes de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante, le président de l'Assemblée nationale rassure l'opinion. Au cours d'un point de presse lundi au Palais du Peuple, Aubin Minakou a invité les retardataires à se conformer aux prescrits de la loi. Il a par ailleurs annoncé que le décor est aussi planté pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Face à la presse, Aubin Minakou éclaire l'opinion sur l'état d'avancement de l'installation du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante dont il a la charge. Le président de l'Assemblée nationale a promis de respecter le délai de 45 jours au regard de la loi. Il est question pour l'Assemblée nationale de respecter le délai légal de 45 jours. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai tenu, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, vous informer sur ce qui est fait jusque-là, qui ont déposé des candidatures, qui ne l'ont pas encore fait, et comment le processus a été organisé. Le speaker de la Chambre basse du Parlement accorde un moratoire de 48 heures aux retardataires avant d'appliquer les dispositions de la loi en la matière. Notons également qu'au sein de la société civile, les choses n'ont pas du tout avancé, ce qui justifie le dépôt de candidatures en ordre dispersé. Aubin Minakou cite notamment la nouvelle société civile congolaise, l'église kimbanguiste et consorts. Il était question que tous les groupes prévus par la loi puissent déposer leur candidature auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit des confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits de la femme, les organisations d'éducation civique et électorale. Au sujet du porte-parole de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale promet d'accélérer le processus afin que l'opposition ait un porte-parole. Je le dis en début de journal, le Bureau national du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo dénonce les abominations qui se commettent dans les diocèses de Goma, dans le Nord Kivu, quant à la désignation de l'abbé Apollinaire Malou Malou comme candidat choisi par les confessions religieuses au poste du président de la Commission électorale nationale indépendante. Le CALC s'oppose. Son porte-parole précise qu'aucun prélat catholique n'est autorisé à faire partie de cette institution. Agir autrement serait aller à l'encontre des instructions officielles du Saint-Siège. On l'écoute. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, a indiqué avant-hier n'avoir pas reçu un document de la SENCO récusant le candidat désigné par les confessions religieuses en la personne du révérend abbé Apollinaire Malou Malou. Sans doute, la SENCO n'a pas adressé un courrier à l'Assemblée nationale parce qu'à notre avis, elle avait expliqué la position de l'Église aux autres confessions religieuses qui devraient normalement en tenir compte. Mais ces dernières, on ne sait pas trop pour quelles raisons, ont délibérément poursuivi le processus avec cette grave entorse, mettant M. l'abbé dans une position très inconfortable. Il faut savoir que le nom à sa désignation est une instruction officielle du Saint-Siège. Je me répète, il faut savoir que le nom à sa désignation, donc à la désignation de l'abbé Malou Malou à la tête de la CENI, c'est une instruction officielle du Saint-Siège. Cette mesure ne frappe pas un individu pour une fonction, mais tous les ecclésiastiques, c'est-à-dire les évêques, les prêtres, les religieuses et les religieuses, pour toutes les charges politiques.
C'est en vertu de ces principes que le prêtre ne se présente pas aux élections. Une rumeur persistante a pris de proportions telles que Félix Tshisekedi, le fils de l'opposant historique, s'est senti obligé de convoquer les médias. Non, je ne suis pas candidat au poste de rapporteur de la CENI, a-t-il affirmé. En outre, Félix Tshisekedi a rejeté en bloc les informations faisant état d'un désaccord entre lui et son père Étienne Tshisekedi sur cette question. Il a dit jeudi au cours d'un point de presse organisé au siège du parti à Limité. Devant la presse, Félix Tshisekedi Tshilombo, secrétaire national de l'UDPS en charge de relations extérieures, fixe l'opinion sur sa supposée participation au bureau de la nouvelle CENI. Pour lui, cette question n'a jamais été à l'ordre du jour dans l'agenda de son parti. J'affirme ici et à la face du monde, avec force et énergie, que je ne suis pas candidat au poste de rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie. Et que cette question n'a jamais été à l'ordre du jour de l'agenda de mon parti. Je tiens à marteler qu'il n'y a l'ombre d'aucun désaccord entre mon président de père et moi sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Quant à la désignation du porte-parole de l'opposition, Félix Tshisekedi ne va par le dos des cuillères. Cette histoire du porte-parole de l'opposition, soi-disant, n'aura jamais lieu. Ça se passera comme dans la législature d'avant, avec le MNC qu'on a embrouillé, et puis après l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, c'est resté lettre morte. Ce sont les jeux et les manœuvres de ceux que nous combattons et ceux à qui nous demandons d'arrêter de jouer comme ça avec la vie des Congolaises et des Congolais. Parce que ça ne va pas durer longtemps. Au sujet des tentatives de la mise en application de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix dans la région de Grand Lac, Félix Tshisekedi estime que la RDC est de tous les signataires du dit accord le maillon le plus faible du fait de l'absence d'un leadership fort, respectable et jouissant de la confiance et donc de la légitimité du peuple congolais. Selon lui, cet accord n'intègre pas les exigences des politiques intérieures dans le chef des deux de ses signataires très impliqués dans le drame vécu par le peuple de l'Est. Le déploiement de la brigade d'intervention en République démocratique du Congo pour le maintien de la paix suscite encore des inquiétudes au sein de l'opinion et particulièrement parmi les professionnels des médias. Le porte-parole de la mission onusienne pour la stabilisation du Congo confirme que le mandat de la brigade n'a pas changé. Pour la MONUSCO, la solution à la crise passe par les dialogues entre les différents partenaires de la classe politique congolaise. Il a dit au cours de la vidéoconférence hebdomadaire de la MONUSCO mercredi en son quartier général Mariam Boya. Dieu merci Sweka. La guerre est le prolongement de la politique. C'est par ce mot que le porte-parole civil de la MONUSCO a cru éclairer la presse sur le mandat de la brigade d'intervention qui jusque-là suscite encore de questionnements. Madnod Mounoubaï confirme le déploiement progressif des éléments de cette force. Son mandat ne changera pas tel que prévu dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité. On tire la première cartouche. On se parle toujours. Jusqu'à la dernière minute, on peut toujours espérer que les parties concernées peuvent se décider de ne pas utiliser les moyens, de ne pas faire la guerre, mais d'utiliser les moyens pacifiques. On n'a pas arrêté le déploiement de la troupe d'intervention. Ce déploiement va se faire. Une fois que le déploiement sera complet, ils vont accomplir leur mission. Quant à la situation humanitaire, après Kinshasa, la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires s'est rendue à Goma où elle a rencontré le déplacé interne dans les sites de Sotraki. Environ 3000 personnes ont trouvé refuge dans différents sites à la suite des affrontements de la semaine dernière entre les FARDC et le M23. Dans son message, elle exhorte que le chemin vers la paix durable sera long, mais nous devons garder espoir et demeurer courageux. Fin de citation. Comme on peut le constater, les conséquences des affrontements entre les FARDC et les forces négatives qui opèrent dans cette partie du pays sont incalculables.
Et sachez que des miliciens ont attaqué vendredi 31 mai le village de Katuro dans les territoires de Kaleo. Nous sommes là au Sud Kivu. Selon la radio onusienne qui livre l'information, la société civile locale attribue l'attaque au Maïmaï Nyatura et fait état de 3 morts. Mais l'administrateur du territoire parle plutôt d'un conflit qui opposerait 2 communautés de ce village et rejette qu'il y aurait eu mort d'hommes. Toutefois, les sources de la société civile indiquent que le milicien aurait attaqué les villages dans la nuit, incendié plusieurs maisons et tué 3 personnes. C'est une affaire à suivre. Après les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 à Mutao, près de Goma, dans la province du Nord Kivu, cette semaine, une délégation du gouvernement central conduite par le vice-premier ministre et ministre de la Défense était au chevet des victimes de cette barbarie. Les blessés des guerres et autres militaires au front ont reçu un encouragement de l'exécutif national. C'est un message de réconfort et d'encouragement du chef de l'État que cette délégation apporte aux éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, au front et aux victimes des affrontements de la semaine dernière entre l'armée nationale et les rebelles du M23 à Mutao. Ici, dans l'une des formations médicales militaires où sont internés les blessés de guerre, Alex Louba rassure. Le gouvernement a disponibilisé un certain nombre de moyens financiers et matériel et envoyé une équipe de médecins de Kinshasa pour venir assister les malades dans cette zone opérationnelle. Et je voudrais encore une fois de plus les remercier, les encourager, de dire que le pays ne vous oubliera pas. Le vice-premier ministre Louba a donné confiance à ses hommes des troupes. Il a indiqué par ailleurs que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour apporter un appui conséquent au courage dont ont fait montre les vaillants soldats de la RDC face aux provocations des rebelles. Cette délégation poursuit sa tournée dans la partie orientale du pays. L'ambassade d'Espagne rejoint les ONG qui luttent contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Elle annonce la mise à disposition d'un numéro vert par lequel le public pourrait dénoncer les violences contre la femme et la jeune fille. Selon les diplomates espagnols, cette technique favorisera la prévention, la protection et la dénonciation. Objectif, réduire les nombres des personnes victimes de ces violences. Iringapa, Baby Malobo. 1 heure a suffi à l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en République démocratique du Congo ainsi qu'à la coordinatrice de téléphone vert pour procéder au lancement officiel des activités de cette organisation. Téléphone vert, une création de cette ambassade qui lutte depuis le mois de mars dernier contre les différentes formes d'impunité, mais surtout aux violences atroces dans les zones en conflit, en milieu domestique, professionnel et estudiantin. Devant le chevalier de la plume, la coordinatrice de téléphone vert précise le point de démarcation qui existe entre son initiative et d'autres organisations qui luttent dans le même sens. Le téléphone vert vient de mettre en place le numéro vert qui est le 4267 pour permettre aux femmes et aux filles victimes de violences d'appeler et de pouvoir dénoncer. Ce numéro est gratuit. Composé d'une équipe de journalistes, Téléphone Vert a mis en place un certain nombre de paramètres pouvant permettre la protection et l'épanouissement de toutes les femmes victimes des violences dans la société congolaise. Il sied de retenir que Téléphone Vert exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national et travaille également en partenariat avec d'autres institutions nationales afin de changer la situation des femmes au Congo. Dans le domaine de la santé, nous allons nous intéresser aux plus jeunes, les enfants qui, eux, ne fument pas mais restent très exposés à la mort. Eh bien, pour réduire les taux de mortalité infantile, mais aussi maternelle, le gouvernement vient de lancer une approche globale. La cérémonie a eu lieu vendredi au centre de santé Boyambi. C'est le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui a procédé au lancement de cette initiative. Rosa Wazi, Jean Péquet. La mortalité infantile et maternelle est toujours d'actualité en RDC. Renverser la tendance, le gouvernement opte pour la mise en place d'un cadre qui se charge de revoir la mortalité de la mère et de l'enfant. Cette stratégie consiste à mener des actions et consentir des efforts nécessaires dans les zones de santé afin de réduire d'ici 2015 le taux de mortalité en RDC. Le bailleur de fonds, dont l'UNICEF, promet de mettre la main à la poche dans le seul but d'aider le gouvernement à atteindre cet objectif. That is what committing to child survival, a promise renewed, is all about. C'est là donc un engagement en faveur de la survie de l'enfant, une promesse renouvelée
Et c'est cela, la promesse renouvelée. Donc, essayer de poser les fondements nécessaires en vue de pouvoir sauver des vies et des vies d'un plus grand nombre d'enfants. To end preventable child deaths. Félix Kabange, ministre de la Santé publique, s'engage au nom du gouvernement pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Comme beaucoup d'autres pays, la République démocratique du Congo, notre cher pays, s'est engagée entre autres à réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans et d'1/3 celle des mères à l'horizon 2015. Investir dans le capital humain est très important pour le développement de la RDC. Voilà qui justifie l'appui du gouvernement dans le secteur de la santé. Bonne nouvelle pour ceux qui désirent créer une entreprise. Le guichet unique des créations d'entreprises est un centre unique d'accomplissement rapide des formalités essentielles des créations d'entreprises. Et c'est là dans 3 jours. C'est le Premier ministre lui-même, Augustin Matata Ponyo, qui a procédé à l'inauguration officielle des offices de ce guichet dont les sièges se trouvent dans la commune de Gombe jeudi. Pour Amici Radi, directeur général de cette structure, cette nouvelle acquisition vient une fois de plus matérialiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent et propice pour les investisseurs nationaux et internationaux. Anita Luamboa, Fistambouini. Ce jour restera gravé dans les annales de l'histoire du monde des affaires en République démocratique du Congo. L'amélioration du climat des affaires devient jour après jour une réalité. Par la coupure du ruban symbolique, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est venu matérialiser la vision du chef de l'État, qui est celle de réduire le calvaire des potentiels investisseurs. Il ne sera plus question d'un parcours de combattant pour ouvrir une entreprise comme c'était le cas. Selon Amici Radi, directeur général du guichet unique, 3 jours suffisent pour obtenir tous les papiers de création d'une entreprise. La mise sur pied du guichet unique de création d'entreprise s'inscrit également dans la dynamique gouvernementale des réformes destinées à améliorer le climat des affaires et des investissements. Pour une société privée à responsabilité limitée d'alors, les coûts globaux des formalités requises avoisinaient à un moment $3 000 américains avant d'être ramenés à environ $800 américains. Du côté du gouvernement, le chef de l'exécutif national, la ministre de la Justice et Droits humains ne cachent pas leur satisfaction. À travers le guichet unique, les opérateurs économiques n'auront plus à errer d'une administration à une autre pour accomplir les formalités requises pour créer une entreprise. Le gouvernement croit au secteur privé. Conformément à la volonté du président de la République, le secteur privé doit être au centre de la croissance économique. Le secteur privé doit être au centre du développement économique. Le secteur privé doit être au centre de la création d'emplois. Ce n'est pas l'État qui offre le volume le plus important de l'emploi, c'est le secteur privé. Déjà, plus de 46 entreprises enregistrées, dont 33 sociétés commerciales, ont déjà obtenu le feu vert pour débuter les activités. L'Institut national de préparation professionnelle aura désormais 2 nouveaux bâtiments. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu mardi à son site de la 11e rue Limité, quartier industriel. Le coup d'envoi pour les débuts de ces travaux de construction a été lancé par le Premier ministre Matata Ponyo. Ce projet de 23 millions de dollars américains s'inscrit dans les cadres de la coopération entre l'INPP et la coopération japonaise. Suivant. Financé à la hauteur de 23 millions de dollars par le gouvernement japonais, cet édifice va permettre à l'Institut national de préparation professionnelle d'augmenter sa capacité d'accueil et aussi donner les enseignements dans les conditions requises. Ce geste du Japon est apprécié à juste valeur par le gouvernement de la RDC. Le gouvernement japonais a disponibilisé 23 millions de dollars pour construire des bâtiments modernes qui vont être des centres de formation professionnelle, mais également dans ce financement, il y a l'équipement industriel, l'équipement électronique, l'équipement de menuiserie et tout ce qu'il y a comme outillage de manière à ce que nous puissions bien former nos jeunes, nos papas, nos mamans à apprendre des métiers dans tous les domaines de la vie. Maurice Chikuya Kayembe, directeur général de cet établissement d'enseignement professionnel, est satisfait de cet appui qui rentre dans le programme du gouvernement congolais. Nos entreprises, avec cet élan, pourront ainsi former leurs agents sur place au pays au lieu de les envoyer à l'extérieur, ce qui leur permettra d'économiser les devises sans oublier nos jeunes qui constituent la majorité de la population, que le chômage frappe durement.
faute des qualifications requises par l'environnement économique. Les 2 bâtiments qui seront construits abriteront les bureaux administratifs, les différentes salles de formation et une salle polyvalente. Ils seront érigés sur un espace de 5660 hectares. Les travaux de construction vont durer quelques mois car tous les moyens sont disponibles. Pour la Fédération des entreprises du Congo, la priorité de priorité reste le retour imminent de la paix à l'est du pays pour permettre une reprise normale des activités économiques dans cet espace. Ces phrases ont été prononcées par son président national, Albert Yuma Moulimbi, au cours de l'Assemblée générale du patronat congolais vendredi à l'hôtel Memling. La FEC encourage également le gouvernement à maintenir le cap pour la stabilisation du cadrage macroéconomique et l'amélioration du climat des affaires. Cette Assemblée générale 2013 est mise à profit par le président national de la Fédération des entreprises du Congo pour lire à l'intention de tous les membres présents un document qui reprend les différentes actions menées par le patronat en leur faveur, tant sur le plan consulaire qu'y syndical. Albert Yuma Moulimbi est également revenu sur la conjoncture économique au plan international. L'économie mondiale s'est considérablement affaiblie à la suite de la crise vécue dans la zone euro, a-t-il précisé, ce qui a ralenti la croissance économique depuis 2010. En République démocratique du Congo, les données de la Banque centrale fin 2012 présentent un taux de croissance qui se situe autour de 7,2% alors que les prévisions étaient de 6%. Le taux d'inflation s'est situé à 2,73% en dessous de la projection initiale de 9,9%. Pour la FEC, cette stabilité macroéconomique et cette croissance sont les résultats des bonnes décisions prises par le gouvernement en matière des politiques économiques, budgétaires, monétaires et de change. La FEC l'encourage à maintenir le cap. Nous voudrions inviter nos membres à investir davantage dans les secteurs productifs, notamment l'agro-industrie, afin de relever le défi de la pauvreté d'une part et de soutenir la croissance réelle d'autre part. Nous insistons particulièrement pour que les investisseurs nationaux et étrangers substituent de plus en plus les activités productives locales aux importations. C'est la seule manière de créer plus de valeur ajoutée et donc plus de richesse. Le président national de la Fédération des entreprises du Congo ne manque pas d'énumérer les faits majeurs qui ont marqué l'environnement socio-économique au cours de l'année. Il s'agit entre autres du dépôt au Sénégal des instruments d'adhésion de la RDC à l'OADA, travaux auxquels le patronat congolais a pris une part active. Pour 2013, le gouvernement prévoit une amélioration de la croissance selon les perspectives qui transparaissent dans la loi des finances. Toutefois, pour la FEC, la priorité des priorités reste la pacification du pays dans sa partie est pour la reprise normale des activités économiques. C'est l'occasion de féliciter à ce sujet le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour la signature des accords d'Addis Abeba avec la mise en place de la brigade d'intervention des Nations Unies et la mise sur pied de la structure nationale de suivi de ces accords. Le président de la République a ainsi démontré son leadership et sa ferme détermination à ramener la paix en République démocratique du Congo au bénéfice de la population dans son ensemble et pour garantir le développement économique sur l'ensemble du territoire national. La Fédération des entreprises du Congo salue toutes les réformes envisagées par l'exécutif central en matière économique et espère qu'elles seront effectivement mises en œuvre pour le bien-être de la population. La méthode cognitive de la lecture fondamentale, son impact sur les développements de la République démocratique du Congo, œuvre du professeur Benjamin Badikadila Tingana, président de l'ONG Cognition Humaine et Expertise Professionnelle, a fait l'objet d'une conférence débat samedi. Selon l'auteur, la méthode cognitive respecte le processus intellectuel d'acquisition des connaissances, notamment la maîtrise du code des lectures. Oscar Bakandoa, Michael Bakemba et Fiston Bouini. Après son expérimentation dans quelques écoles pilotes, la méthode cognitive a été expliquée aux étudiants de l'Université pédagogique nationale. Preuve à l'appui, le professeur Benjamin Badikadila a démontré qu'un élève de première année primaire est en mesure d'écrire et de lire. Et c'est la méthode qu'il faut adopter pour la réforme de l'enseignement primaire. Le professeur Badikadila explique l'intérêt de son invention. Que les politiques saisissent de cette occasion
pour que la méthode d'enseignement de lecture fondamentale soit la méthode cognitive dans l'intérêt de notre pays et de nos enfants. Et c'est cela qui va amener le développement du pays, parce que quand la base est bonne, tout le reste suivra. Et tant qu'on ne le fera pas, nous risquons d'être complices de la destruction de notre pays. La lecture étant incontournable dans une société, étant donné que c'est le premier mécanisme des connaissances, les participants ne cachent pas leur satisfaction. Nous allons essayer de remédier à ces problèmes de lecture qui se posent dans nos écoles, chez nos élèves, et aussi pourquoi pas dans nos quartiers où les jeunes n'arrivent pas à lire. Je pense que cette méthode sera appliquée à tous les niveaux. Je suis plus édifié par rapport à cette méthode-là, la méthode cognitive de lecture fondamentale. Je crois que s'il n'y a pas d'obstacle, nous devons la vulgariser, nous devons la créer dans plusieurs écoles et voir comment les résultats sont en train de s'opérer petit à petit de façon à ce que ce soit l'histoire de tout le pays. Avec un appui conséquent des autorités de l'EPSP, cette méthode pourra résoudre la difficulté de lecture souvent observée chez les enfants au terme de leur cycle de formation. La République démocratique du Congo est appelée à accélérer les réformes dans le domaine de la décentralisation pour promouvoir le pluralisme politique. C'est l'une des recommandations contenues dans le rapport final du colloque sur la décentralisation et le pluralisme politique tenu pendant 2 jours à Kinshasa, une initiative de l'Université catholique du Congo financée par la Fondation Konrad Adenauer. Plusieurs experts ont rehaussé de leur présence ces assises. Rosa Wazi, José Junior Owawa et Dieu merci Sueka. Pendant 2 jours, les différents intervenants se sont succédés pour décrypter la notion de la décentralisation. Ils en ont expliqué le contour, le mécanisme d'application. Le professeur Philémon Mwamba ne manque pas de déplorer la lanterne avec laquelle ce processus évolue et le manque de constance idéologique de partis politiques congolais. Nous nous rendons compte que la décentralisation piétine. Les lois pour l'application totale de ces modes de gestion ne sont toujours pas votées. Le multipartisme aujourd'hui nous donne un spectacle désolant où vous avez des partis politiques qui ressemblent à des organisations familiales et des contradictions flagrantes. Vous trouvez par exemple un parti démocrate chrétien mais allié à un parti socialiste. Pour sa part, le professeur Pamphile Mabiala de la Fondation Konrad Adenauer s'est dit heureux de cet éveil des étudiants et de toute la population sur l'importance de la décentralisation pour le développement local de la République démocratique du Congo. Toutes ces questions, en fait, qui répondent à une certaine culture politique, de pluralisme politique dans notre pays, comment la promouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire, je crois que c'était au centre de tous ces débats. Les doyens de la faculté de droit et sciences politiques a salué l'appui de cette fondation allemande pour la sensibilisation de la population sur les questions d'intérêt national. Il a aussi souhaité que les recommandations issues de ces travaux puissent être prises en compte par les décideurs. Le pouvoir considère que ce que nous sommes en train de faire peut être une bonne contribution pour le travail des gouvernants, alors nous sommes très ouverts et ce que nous ferons vaut aussi pour les décideurs. Comme d'autres avant lui, ces colloques sur la décentralisation se referment. L'UCC a rempli sa part des contrats. Il ne reste qu'à ceux qui dirigent de prendre ces sages recommandations et les mettre en pratique pour le bien-être du pays tout entier. Un peu de tourisme dans ce journal, même si dans le pays, ces secteurs restent sous-développés, à l'image du site touristique Mangengenge dans la partie est de la capitale, dans la commune de Ntsele, lieu de pèlerinage adulé par des chrétiens en quête de quiétude. Eh bien, Mangengenge est abandonné à son triste sort. Les habitants du quartier Mbindu crient à haute voix leur malheur à cause d'un manque décriant des infrastructures de base adéquates. C'est un reportage de Jémy Madiane Moko. Mangengenge, site touristique situé à 60 km du centre-ville, est considéré comme un lieu de pèlerinage pour beaucoup de chrétiens qui s'y rendent pour les prières et autres retraites. Ici, c'est entre la terre jaune sablonneuse, au milieu des collines, ceux qui viennent pour louer Dieu se frayent un sentier.
Les habitants de ce coin de la capitale déplorent l'absence d'infrastructures de base, d'où l'usage de la moto comme seul moyen de transport pour accéder à ce site mythique. Nous demandons aux autorités de nous construire des routes. Nous, les conducteurs des motos, nous sommes souvent négligés et même agressés la nuit, dit cet homme. L'eau et l'électricité font aussi défaut. La population de Mibou lance un cri d'alarme et interpelle le gouvernement. Nous avons besoin de l'eau et de l'électricité pour nous permettre de vivre normalement, ajoute cet autre. Dans l'entretemps, les femmes recourent malgré elles à la rivière Goza, cette eau de source mal entretenue pour le ménage. Regardez notre eau de boisson, comment elle se présente. S'il vous plaît, nous avons besoin de l'aide des autorités municipales. Le chef de localité demande au pouvoir public de relier ce coin au boulevard par la construction d'une route. Le désir de la population est que l'on puisse créer des routes pour le passage des piétons et les véhicules pour le développement de ce quartier. Ce site Mangengenge qui accueille des milliers de touristes est abandonné à son triste sort. Les habitants de ce coin interpellent les autorités urbaines à leur venir en aide. Et avant de boucler complètement cette édition, ce communiqué de la Direction générale d'études et développement, vu les avis au public de monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo du 7 août et du 15 novembre 2012 portant dissolution forcée des coopératives, informe les dirigeants des coopératives sont priés d'être coopératifs pour accompagner à bon port ces processus de liquidation sous peine des poursuites judiciaires en cas de refus de répondre aux convocations du liquidateur conformément à la loi sur la banqueroute, décret du 5 avril 1935, article 24, quater et quinquise. Les débiteurs bénéficiaires de crédit des coopératives citées sont priés d'apurer en dehors 30 jours leurs dettes avant le déclenchement de la procédure de saisie conservatoire en marge des sommations judiciaires qui leur ont été remises par le huissier de justice, les délais légaux pour la validation des créances étant forclos, conformément à l'article 64 de la loi du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Un délai de grâce de 30 jours est accordé aux créanciers retardataires en vue de régulariser leur dossier à dater de la publication de ce communiqué. Tous les créanciers doivent être munis des preuves de leur créance. De passer ce délai, aucune réclamation ne sera plus prise en compte. Une commission chargée de l'examen des dossiers des créanciers est mise en place au siège de la liquidation 6 avenue Kitona numéro 4, Kinshasa Gombe, immeuble Lengelo. Les listes de créanciers sont affichées aux tribunaux des grandes instances, aux maisons communales du ressort de chaque coopérative et aux anciens sièges de ces coopératives. Un calendrier annonçant les paiements des créances sera publié à l'intention des personnes concernées après dénouement du processus de recouvrement et de réalisation des actifs de dites coopératives. Le communiqué signé les liquidateurs de la Générale d'études et de développement. Merci d'avoir accordé votre aimable attention à cette édition dominicale. L'actualité continue sur www.lepotentielonline.com. Retrouvez à 9h ce lundi Doudou Ndombe pour le journal. On se retrouve très bientôt sur la télé républicaine. Au revoir.